Bonjour tout le monde et merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré au dépistage des violences dans les parcours d'IVG. Alors, avant de commencer, quelques petites infos pratiques concernant les modalités de ce webinaire, à savoir que les micros et les caméras sont inactivés par défaut, donc vous ne pouvez pas vous exprimer par oral ou être vu, mais si vous voulez participer ou poser des questions, n'hésitez pas à le faire par l'onglet questions-réponses. Les questions seront soit répondues au fil de l'eau par le chat, soit abordées en séance en fin de présentation. À l'issue de ce webinaire, un questionnaire de satisfaction s'ouvrira. Alors, on vous remercie de prendre vraiment 30 secondes pour nous dire ce que vous avez pensé. Ça nous permet de nous améliorer pour les éditions suivantes. Et puis, à savoir que le webinaire ainsi que le PowerPoint seront disponibles dans les jours qui vont suivre. Donc, vous pourrez reconsulter un petit peu à froid toutes les ressources qui vous auront été présentées aujourd'hui. Alors pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Eh bien, il faut savoir que nous sommes aujourd'hui en plein dans les semaines nationales de la santé sexuelle qui ont lieu du 2 au 15 juin en Occitanie. C'est l'occasion de mieux connaître les différents acteurs et dispositifs, mais aussi de promouvoir la santé sexuelle dans notre région, et puis l'occasion de croiser nos regards et nos expertises autour de différentes thématiques euh, à savoir les grossesses non prévues et les violences et consentement, parmi les quatre thématiques identifiées par Santé publique France qui portent cette campagne. Il faut savoir qu'en 2024, une enquête régionale a été menée et on s'est aperçu que le dépistage systématique des violences dans les parcours IVG était peu réalisé. Et un groupe de travail s'est donc réuni pour élaborer collectivement en région un document de sensibilisation incitant au dépistage de ces violences. Et c'est ce qui va vous être présenté, entre autres, aujourd'hui. Alors, concernant l'ordre du jour de ce webinaire et ses intervenantes, eh ben, on a le plaisir d'accueillir donc Béatrice Fourteau, qui est psychologue et coordinatrice du réseau Prévios, qui va nous présenter un contexte général sur les violences faites aux femmes avec des données chiffrées, des outils, des ressources. Madame Najari, qui est chargée de mission violences faites aux femmes au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui nous présentera les missions de l'Observatoire des violences. Stéphanie Andressaigne, qui est sage-femme et conseillère conjugale au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne également, et qui nous présentera un peu les spécificités des violences sur la santé sexuelle et sur l'IVG en particulier, ainsi que les missions des centres de santé sexuelle. Justine Barcelot, qui est responsable du développement et coordinatrice administrative de la Maison des femmes Agnès McLaren à Montpellier, nous présentera ce dispositif et ses missions. Et puis, je vous présenterai le document qui a été conçu en groupe de travail régional. Voilà, je laisse la parole donc à Béatrice pour le contexte des violences. Merci Béatrice. Merci Benjamin pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bien. Et merci pour l'invitation. Je vais présenter rapidement le réseau Prévios et effectivement, je vais un peu poser le contexte par rapport à la question des violences. Donc, le réseau Prévios, pour ceux qui ne l'identifient pas bien, nous sommes une structure régionale. C'est une association qui intervient depuis 2006 sur le territoire, donc en premier lieu Midi-Pyrénéen et aujourd'hui territoire de l'Occitanie, avec un public cible particulier sur les professionnels de santé, puisqu'on a un contrat avec la l'ARS Occitanie, mais on intervient auprès de tous les professionnels de tous les secteurs, sur tout le territoire. L'idée, c'est de leur apporter des informations sur la question de violence. C'est un projet qui a été initié vraiment au début des années 2000 par un état des lieux à l'origine sur la question des violences et de la prise en charge des situations de violence. Nous sommes devenus dispositif régional et nous sommes aussi adhérents de la Fax Occitanie et nous travaillons régulièrement avec d'autres dispositifs comme le RTO aujourd'hui sur des groupes de travail, sur la production de référentiels, etc. Euh, je veux bien que tu passes, Benjamin, C'est bon. sur pourquoi violence et santé, euh, pourquoi ce rapprochement entre ces deux notions, puisqu'on s'est aperçu au début des années 2000 par la production d'un certain nombre de rapports qu'en fait, il y avait un lien vraiment très fort entre les phénomènes de violence et les effets en fait sur la santé somatique et psychique des personnes. Donc avec voilà, des travaux tels que l'étude ACE et d'autres et bien d'autres depuis aussi qui viennent conforter le fait qu'il y a un impact sur la santé somatique parfois des années, des décennies après,
l'apparition, l'aggravation de maladies chroniques, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Sur la santé psychique, alors il y a le psychotraumatisme, mais il y a aussi beaucoup de complications et beaucoup de troubles, en particulier dans les addictions, qui vont être consécutifs aussi à ces phénomènes de violence. Et on sait que l'impact va être majeur, plus la durée d'exposition va être longue, et plus aussi la proximité avec l'auteur des faits sera importante. Donc, nous, l'idée, c'est de vraiment faire évoluer la pratique des professionnels en les formant ou en les informant et les inciter au dépistage systématique et précoce de ces phénomènes de violence. Donc, les objectifs principaux, je ne vais pas les détailler, mais donc on a différents objectifs sur cette particularité que notre public de référence, ça va être pas le grand public, pas les personnes touchées par la violence, mais les professionnels qui accompagnent ces situations. Et donc, c'est les amener à faire évoluer leur pratique avec une meilleure connaissance des mécanismes qui sont à l'œuvre, des conséquences, et en les outillant en fait avec différentes ressources pour pouvoir aussi faire évoluer cette question-là. On a différentes actions qu'on va mener aussi concrètement. Donc, il y a des actions de formation et de sensibilisation, comme aujourd'hui. Mais je veux bien que tu passes, Benjamin, sur la diapo suivante. On va, comme je l'ai dit, faire partie de groupes de travail au niveau régional ou départemental. On va intervenir sur sollicitation des personnes, des structures, et on va mettre à disposition un certain nombre de ressources au travers de la veille documentaire, donc des newsletters et autres, pour sensibiliser et accompagner les professionnels. Je veux bien que tu passes la suivante. Donc, on a un certain nombre de ressources en ligne. Je vous laisse découvrir ces outils. Je vais m'attarder plutôt sur les fiches départementales. Donc, on publie tous les ans, on les réactualise, hein, une fiche par département sur toute la région Occitanie, et ce depuis quelques années déjà. Il arrive parfois qu'on les mette plus souvent à jour aussi, puisqu'on est en contact régulier avec les partenaires et que quand il y a des informations à rajouter, on va les rajouter. Éventuellement, on va aussi rajouter des interlocuteurs ou des intervenants sur cette question. Donc, on est plus sur la question de la violence conjugale et la violence intrafamiliale, que ça soit sur la prise en charge des victimes majeures, mineures, mais aussi sur l'accompagnement des auteurs. Les projets aujourd'hui avec l'ARS, c'est de faire évoluer cet outil vers une cartographie régionale et du coup pluripro, donc avec aussi un travail en partenariat avec d'autres structures régionales et départementales et toutes les associations aussi partenaires. Ces fiches, elles sont directement téléchargeables sur notre site. L'idée, c'est pas qu'elles soient diffusées comme ça au grand public, mais plutôt de servir vraiment d'outil de base pour le professionnel, pour l'aider en fait à identifier les différents interlocuteurs sur son territoire. Euh, et sur la diapo suivante, je vous ai fait un petit schéma donc, des différents secteurs. Pareil, je ne vais pas le commenter, hein, mais donc on a cette particularité-là dans les violences d'avoir plusieurs domaines qui sont concernés en fait par la question de la prise en charge. Et la meilleure prise en charge, c'est celle qui va être justement pluripro. Donc il peut y avoir le secteur sanitaire qui va être activé. Je laisserai les autres intervenantes aussi présenter les différents dispositifs. La police, la gendarmerie peuvent intervenir bien sûr sur l'accompagnement de la plainte et de la procédure judiciaire, la justice, les avocats. Et ensuite, donc on a tout sur la diapo suivante, tout ce qui relève aussi du système associatif et sur l'accompagnement psychosocial, donc les intervenants sociaux en commissariat, gendarmerie, les associations qui peuvent proposer l'accompagnement judiciaire, social, l'hébergement d'urgence, et tout ce qui relève aussi de la prise en charge, de l'accompagnement des enfants et des auteurs, comme je vous disais. Donc, voici enfin, vraiment de manière très schématique, résumer les différentes orientations vers tous les partenaires qui, à un moment ou à un autre, sont amenés à prendre en charge une situation de violence.
Donc voilà, ceci étant brossé, si vous avez des questions, des interrogations, vous pourrez aussi revenir vers nous puisque bah, cette casquette-là de soutien et d'accompagnement des professionnels peut s'activer même sur des questions ou des interrogations par rapport à nos missions. Donc sur le contexte, euh, la violence, en fait, elle est plus fréquente que ce qu'on pense spontanément. Et c'est pourquoi il est important d'en parler et de sensibiliser les professionnels puisque chaque année, donc en France, il y aurait 371 000 femmes de 18 à 74 ans qui sont victimes de violences de la part de leur conjoint ou leur ex-conjoint. C'est les derniers chiffres hein, réactualisés sur l'année 2023, ce qui représente à peu près 3 femmes sur 10 qui, au cours de leur vie, vont subir des violences conjugales. Et on sait que la majorité, donc 50% d'entre elles, n'entreprennent aucune démarche, ça veut dire ne vont pas voir de policiers ou de gendarmes pour déposer plainte, ne vont pas forcément non plus consulter ou contacter des associations spécialisées. Et ça veut dire aussi que ça va nécessiter pour nous d'aller vers elles pour justement qu'elles puissent se confier sur ce qu'elles vivent parce qu'elles ne vont pas forcément le faire spontanément. Diapo suivante. Les violences sexuelles, c'est aussi quelque chose qui est très fréquent, mais qui est souvent en plus tabou. Et donc, ça veut aussi dire que c'est encore moins facile pour les personnes de se confier spontanément. Et souvent, elles vont le faire des décennies après euh, et pas forcément sur le moment. Donc, je vous laisse regarder tous ces chiffres. Donc, on a récemment évalué aussi à quel point ça peut toucher tout le monde, en particulier dans l'enfance. Donc, les femmes peuvent être victimes de viols, d'agressions sexuelles à peu près de manière similaire à tous les âges de la vie, pendant l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte. Les garçons, c'est plutôt pendant l'enfance, un peu moins à l'adolescence et encore moins à l'âge adulte. Mais vous voyez qu'il y a environ 10% de la population qui subirait un inceste ou des violences sexuelles pendant l'enfance, ce qui représente environ 160 000 enfants tous les ans, et ce qui représenterait, selon l'UNICEF, environ un enfant victime toutes les 3 minutes. Voilà, sur les situations des femmes en situation de handicap, il faut rajouter que cette réalité, elle est particulièrement aggravée en fait par le handicap, qu'il soit physique ou psychique, donc à minima multiplié par deux des risques d'être victime de violence. 4 femmes sur 5 en situation de handicap vivraient des violences de toute forme et en particulier de violences conjugales et intrafamiliales et près de 9 femmes autistes sur 10 déclarent avoir subi des violences sexuelles, ce qui représente voilà, la majorité d'entre elles. Sur la diapo suivante, voilà. Pourquoi en particulier pendant la grossesse ou au début d'une grossesse? Parce qu'on sait que c'est une période où il y a un risque accru de violence. On sait aussi que dans le cadre des violences conjugales et intrafamiliales, il peut y avoir un contrôle particulier les contrôles coercitifs et donc une emprise particulière sur le corps de la femme ou sur les moyens de procréation. Et donc, ça veut dire que c'est aussi particulièrement important de pouvoir dépister les formes de violence qui peuvent exister pour la personne en particulier à ce moment-là. Il y a un risque que cette grossesse, comme on a vu par rapport aux chiffres, soit issue d'un viol dans le cadre conjugal, mais aussi dans le cadre incestueux, pardon. Et donc, c'est aussi important de pouvoir aborder la question des violences dans ce cadre-là. Et ensuite, le dernier aspect, au moment de la grossesse, on sait qu'il y a un phénomène de transparence psychique et une levée parfois d'amnésie, donc de souvenirs anciens, qui peuvent être importants d'évoquer à ce moment-là. Alors pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il peut y avoir des effets en fait sur la santé physique ou psychique de la personne, donc à n'importe quel moment de sa vie, même si c'est des faits assez anciens, ça paraît quand même nécessaire de pouvoir aborder cette question-là avec la victime, même si elle est en sécurité. C'est pas forcément pour des histoires de parcours judiciaire, mais c'est plutôt pour son parcours de santé
et peut-être pouvoir lui proposer un accompagnement adapté, éventuellement une prise en charge spécifique en cas de trauma. Ce qu'on peut dire par rapport à la question des violences, c'est qu'on reçoit tous les jours, en fait, quel que soit le type d'activité que l'on est en santé, on reçoit des victimes tous les jours. Par contre, on les dépiste pas toujours, on les identifie pas toujours, et les freins, ils sont plutôt de notre côté en tant que soignants, puisqu'on a parfois des idées reçues, ou des préjugés ou des préconçus sur la question de la violence. On sait que la violence en fait physique n'est pas forcément le marqueur le plus efficace en fait pour dépister la violence, parce que la violence est avant tout psychologique, hein, et elle est faite en prise de contrôle dans les situations de violence intrafamiliale. Et donc, les personnes qui le vivent et au moment où elles le vivent ne vont pas en parler, ne vont pas non plus le dénoncer. Donc, c'est important de poser des questions et les victimes ne vivent pas comme quelque chose d'intrusif. Au contraire, la plupart du temps, elles sont assez soulagées et éventuellement, elles disent, bah, c'est la première fois qu'on me pose la question, que quelqu'un s'intéresse vraiment à ce que je vis, à ce que je traverse. Donc, c'est quelque chose que les victimes ne vont pas du tout occulter à partir du moment où on ose s'intéresser à la question. Alors peut-être elles vont pas en parler la première fois, mais elles savent que c'est un endroit, un espace où elles peuvent en parler. Les violences, elles vont toucher tous les milieux. Et donc, du coup, c'est important aussi de se défaire de certains stéréotypes qu'on peut avoir, que ce soit des stéréotypes dits négatifs sur le fait que la violence serait surreprésentée dans certains milieux sociaux, par exemple, ou aussi aux stéréotypes positifs qui seraient de se dire que finalement, il y a telle ou telle personne, de par son métier, sa fonction, serait au-dessus de tout soupçon. Donc, a priori, enfin, voilà, sans investiguer trop sur le sujet. Tous les milieux sociaux, ça veut dire y compris ceux qui apparaissent les plus protégés ou éloignés de de ces risques de violence. En fait, il faut imaginer qu'ils peuvent être aussi touchés et les victimes sont souvent encore plus en difficulté pour se confier ou pour trouver des relais pour pouvoir en parler. Donc, c'est important vraiment de jamais occulter cette question de la violence, quel que soit le public reçu. L'autre phénomène qui peut parfois nous déstabiliser, c'est que les apparences peuvent être trompeuses dans les phénomènes de violence. Souvent, les rôles vont être inversés. La victime va se surresponsabiliser, voire se blâmer, et l'auteur va avoir tendance à se déresponsabiliser et à se victimiser aussi dans les situations. Donc, c'est pas toujours évident en fait de comprendre les interactions et de bien identifier en fait quel est le problème. Et il y a également des phénomènes de minimisation, de banalisation et de déni dans lesquels on peut être soi-même pris et du coup qui nous empêchent de voir la réalité ou la gravité d'une situation. Donc, je vais répéter encore hein, l'importance d'aborder systématiquement cette question dans toutes les rencontres, quel que soit le type de rencontre. Et ça commence dès la salle d'attente avec de la mise à disposition de flyers, de plaquettes, d'affiches sur le sujet. C'est aussi en posant des questions directes ou indirectes. On verra en dernière partie les outils et les ressources qui peuvent exister. C'est la meilleure façon de poser la question, en fait, c'est celle avec laquelle on se sent à l'aise plutôt. Et c'est pas forcément un guide comme ça qu'on peut lire ou juste voilà, lister. Il faut vraiment aussi qu'on soit à l'aise avec la manière dont on va aborder le sujet avec les personnes. C'est aussi en s'outillant, donc en ayant des supports pour pouvoir parler des violences, pour pouvoir parler aussi des conséquences avec les personnes et de leur montrer l'utilité en fait de pouvoir parler de ce qu'elles ont pu vivre et de comment on peut les aider aussi. Donc ça veut dire aussi avoir des relais et des ressources pour orienter vers les différents partenaires qui sont susceptibles d'accompagner la personne. Et encore une fois, pas nécessairement juste que sur la partie orientation sur la procédure judiciaire, ça peut aussi être tous les accompagnements psychosociaux que j'ai évoqués en première partie. Voilà. N'hésitez pas à nous ressolliciter. Donc, si vous avez besoin, on parlera à la fin de la présentation des ressources. Si on n'a pas le temps de tout aborder en direct, moi, je pourrais prendre le temps si dans les semaines qui viennent, si vous avez des questions, des interrogations, de vous retransmettre un certain nombre de choses par rapport à ces ressources. Merci.
Merci beaucoup, Béatrice. Je vais maintenant laisser la parole à Anna Jarry pour nous parler de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes en Haute-Garonne. À vous, Anna. Merci. Bonjour et merci pour votre invitation. Je parle dans un micro. Est-ce que tout est bon? Il n'y a pas trop de souffle? Tout va bien. Donc, effectivement, l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes est une instance qui est copilotée avec la préfecture en Haute-Garonne et avec le département. Il y a une trentaine d'observatoires territoriaux, c'est-à-dire qui sont implantés dans des territoires en France et la plupart sont portés par des collectivités territoriales, c'est-à-dire mairies, régions et départements. Et deux d'entre eux sont coportés avec la préfecture en local. Euh, L'observatoire n'apparaissait pas dans les contacts qu'on a vus précédemment parce qu'il ne reçoit pas de victimes. Nous sommes un service du conseil départemental et de la préfecture, côté préfecture, qui vient en appui aux professionnels. Il y a au conseil départemental une trentaine de maisons des solidarités et leurs annexes sur l'ensemble du département. Et donc, nous venons en appui au moins aux 1500 professionnels des secteurs du social et du sanitaire et social. À l'aune de l'ensemble des observatoires territoriaux qui se créent donc maintenant depuis une vingtaine d'années sur le territoire français, la Haute-Garonne s'est donné 4 axes de travail qui les trois, on va dire, les trois gros concours ensemble à l'axe principal qui est celui globalement d'améliorer le parcours de sortie des violences pour les victimes sur le département. Donc, un premier axe qui correspond au terme d'observatoire, qui est celui de produire de la connaissance sur à la fois la question des violences plutôt centrée conjugale pour ce qui est de la Haute-Garonne, mais d'autres observatoires en France peuvent aussi travailler sur les violences intrafamiliales ou sur les violences en extérieur, comme le harcèlement de rue ou la situation de prostitution. En Haute-Garonne, il a été fait le choix avec l'ensemble des partenaires de travailler à cette étape sur les violences conjugales. Nous avons été créés en octobre 2021. C'est pour ça que je dis à cette étape, puisque la vie d'un observatoire peut évoluer. C'est tout à fait possible. J'ai oublié de préciser, et je le fais là, qu'il s'agit d'une compétence non pas dite obligatoire, mais transversale pour l'ensemble des collectivités territoriales, suite à la loi de 2015 sur l'égalité réelle femmes-hommes. Donc, toutes les collectivités territoriales peuvent se saisir, doivent se saisir des dynamiques, de démarches de politique publique relatives à l'égalité femmes-hommes et donc de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, j'en reviens à mon axe, produire de la connaissance. En Haute-Garonne, nous publions un recueil des statistiques qui est annuel selon régulier. Maintenant, c'est plutôt tous les 2 ans parce que ça nécessite un gros travail de la part des partenaires en particulier qui nous font remonter l'ensemble de leurs informations, à la fois relative donc aux violences conjugales et à la fois relative aux dispositifs qui existent sur le département en matière de prise en charge, d'accompagnement des femmes victimes et de leurs enfants. Donc à chaque fois les deux pendant. Nous produisons des études thématiques. Nous en avons produit 2 à ce stade. L'une sur la place des enfants qui accompagnent leur mère dans le parcours de sortie des violences et une autre étude en interne sur l'évaluation du nombre de femmes victimes de violences par nos services à l'interne au conseil départemental et les dispositifs. C'était une formation, on va dire, exploratoire et plutôt sous le format de diagnostic en 2021-2022 sur l'ensemble des dispositifs existants et qu'il s'agissait d'améliorer petit à petit via la trajectoire de l'observatoire. Un deuxième axe très fort qui a été vraiment concomitant à la création même de l'observatoire, qui est celui de renforcer les partenariats, puisque évidemment que des structures existent depuis certaines 40 ans. Je pense à la PIAF par exemple, sur la Haute-Garonne, la police et la gendarmerie, la justice, la santé. Donc il s'agissait pour l'Observatoire de mettre toutes ces structures autour d'une table en physique. Nous avons 2 rencontres de comités des partenaires par an, la dernière ayant eu lieu le 5 juin, donc c'est tout à fait effectif et récent.
c'est un lieu d'échange des informations, des actualités, mais c'est aussi un lieu où peuvent se poser des questions de fond. Nous avons par exemple les associations qui s'interrogent, je le dis très simplement, lors du dernier comité des partenaires, sur la nouvelle qualification qui semblerait de plus en plus fréquente, par exemple, de violence réciproque dans un couple, alors qu'il semblerait que les associations qui les accompagnent, voilà, le statut de femme victime et le statut d'agresseur étaient discutés lors de ce comité des partenaires, par exemple. Enfin, un troisième axe très structurant, c'est celui de développer une culture commune. Donc, nous développons des formations, des sensibilisations, des rencontres interprofessionnelles. Nous essayons de faire en sorte, parce que c'est aussi très demandé, d'aménager lors de ces rencontres thématiques des moments d'échange entre les différents professionnels, donc nos professionnels en interne au conseil départemental qui peuvent rencontrer donc les associations expertes, la police, la gendarmerie, les professionnels de santé, Stéphanie Androtsen, ici présente, peut en témoigner, Madame Fourteau également, qui est venue à plusieurs reprises intervenir lors de formations. Voilà, nous essayons à chaque fois de préserver un moment important d'échange de bonnes pratiques, parfois de problématiques, parfois d'exemples de situations ce qu'on qualifiait de complexes, et parfois de remontées de besoins, du coup, que l'Observatoire essaye de prendre en compte. Il manque un dernier axe qui est en fait l'amélioration globale du parcours des sorties de violence par la production d'outils professionnels. Donc, l'Observatoire a diffusé dès sa première année de création, par exemple, le violentomètre qui vous sera présenté tout à l'heure donc dans le moment sur les ressources. Nous créons à la demande des professionnels des outils. Nous venons de créer une carte de prévention pour les agresseurs à la demande de la police pour cette année. Les collègues sont en création également d'une plaquette concernant le dépôt de plainte, également à la demande des professionnels de terrain. On peut essayer de passer à la slide suivante. Donc, au sein de l'Observatoire, nous mettons le paquet, pour ainsi dire, sur le positionnement professionnel, véritablement, qui est un positionnement en évolution depuis 40 ans que la question maintenant se professionnalise et s'expertise autour donc de l'accueil et de la notion de parcours. Très rapidement, parce que je pense que un grand nombre de personnes connectées connaissent, ont déjà ce type de connaissances dans leur pratique professionnelle. Vous savez que, donc, on vient de le voir avec Madame Fourteau, il y a des situations dites de vulnérabilité, donc ce que j'appelle de façon un peu simple les voyants rouges, quand on rencontre quelqu'un qui ne parle pas forcément spontanément des violences qu'elle subit, mais donc on sait que la séparation, loin d'être un moment de libération et de sortie des violences, est au contraire un moment d'intensification des violences, bien souvent. Donc, si madame vient et qu'elle vous dit qu'elle est en train de se séparer, ça constitue un premier voyant rouge qui peut alerter le professionnel. Une situation de handicap, comme on vient de le voir également avec madame Fourteau. Si madame est enceinte, également, madame Fourteau en a parlé. Et évidemment, mais ça, les professionnels, c'est peut-être le voyant rouge le plus simple à repérer pour tout le monde, c'est si madame est isolée et qu'en plus, elle est jeune, puisque la tranche d'âge, même s'il y a un continuum des violences, donc, et que les femmes peuvent être agressées tout au long de leur vie, selon l'enquête ENVEF, la première enquête qui avait été réalisée en 2001 en France, la tranche d'âge la plus touchée par les violences conjugales, c'est celle de l'entrée dans le couple, c'est-à-dire les 15-25 ans, pour faire à la louche, je me rappelle plus exactement du taquet d'âge. Voilà. Un parcours, Madame Fourteau en a déjà parlé, il n'est pas linéaire et ça, c'est peut-être aussi un apprentissage quand on est professionnel parce que lors d'une séance, d'une rencontre, on va donner un tas d'instruments à madame et on va se dire, ça y est, moi j'ai fait mon boulot, elle a les informations, elle a les outils. Eh bien non. La légende disait, avant le Grenelle, qu'il fallait 7 allers-retours entre le domicile conjugal et une sortie des violences. Il semblerait que ces allers-retours diminuent maintenant grâce à l'ensemble de la mobilisation des acteurs à l'échelle nationale autour de cette question.
Néanmoins, madame, elle essaye de rassembler au maximum ses ressources avec la professionnelle et c'est bien le rôle du professionnel de l'aider à rassembler ses ressources, sachant que donc il y a l'impact de l'emprise qui se manifeste avec un certain nombre de troubles psychologiques divers. Je vous invite à vous renseigner sur la question, il y a de nombreux sites qui peuvent en parler. Et donc, le rôle du professionnel, c'est bien d'aider madame à se rassembler dans sa tête et dans sa vie. Il y a un certain nombre de ressources donc à reconstruire, psychologiques, l'entourage. Souvent, on arrive, madame, elle était en conflit avec sa famille à cause de monsieur. Elle est en conflit peut-être même avec le monde professionnel. Il faut qu'elle arrive à se réinsérer, etc. On essaye d'aider madame et cela peut prendre énormément de temps. La pratique du questionnement systématique, Madame Fourteau en a parlé, nous, on essaye de la promouvoir au maximum au sein du conseil départemental. C'est une recommandation de l'AMI-Prof également, c'est-à-dire à l'échelle nationale. Un petit mémo pour tout bon professionnel, mais je suis certaine que l'ensemble des professionnels connectés l'ont bien évidemment en tête. C'est face à une dame qui semble ne pas savoir quoi faire, qui s'en va, qui revient, qui est même retombée enceinte d'un agresseur conjugal. Rester la stabilité face à madame, c'est ce qui peut lui servir le mieux. La neutralité et toujours la bienveillance. Je suis désolée de répéter des poncifs ou d'enfoncer des portes ouvertes, mais néanmoins, ça me semble nécessaire. Peut-être la slide d'après. Les répercussions des violences conjugales, ça c'est de nombreux sites en parlent, donc elles ont des répercussions, on s'en doute, sur l'ensemble à la fois de la santé de madame et sur l'ensemble des membres de la famille, les enfants, parfois même les grands-parents hein, qui ont un rôle aussi dans l'éducation des enfants. Tout le monde est extrêmement perturbé. Il y a des répercussions donc en matière de santé, en traumatologie, pathologie clinique, psychiatrie. Je vous invite là à aller voir la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Là, j'ai cité celle de novembre 2022, mais l'AMI Prof édite des lettres régulièrement, y compris Focus, des thématiques. Ici, pour ce qui nous intéresse, donc en gynécologie, là, je vous prends mot pour mot ce qui est indiqué sur le site de l'Observatoire national des violences, donc des douleurs pelviennes inexpliquées, des troubles de la sexualité ou des règles, des lésions traumatiques, je ne vais pas lire. Quand même un petit point par rapport à ce que vient de dire Madame Fourteau, parce que c'est très intéressant, la stratégie des agresseurs, hein, qui parfois se présentent comme le partenaire idéal, un partenaire prévenant qui parle à la place de Madame, qui parle de ses souffrances à sa place, peut être un complément de voyant rouge dans une détection de violence conjugale. Bien sûr, des violences obstétriques. On l'a déjà dit, la grossesse peut être un facteur de risque et donc les conduites addictives et les grossesses qui ne peuvent être menées à terme sont à prendre très au sérieux quand on est face à une personne qui a des comportements qui nous semblent alertants. Peut-être la slide d'après. Donc, là, les impacts sur la santé sexuelle et reproductive en gynéco, on vient de le voir. Là, ce qui nous intéresse plus précisément, c'est les impacts sur la grossesse. Les violences conjugales provoquent des complications dans la grossesse, provoquent des fausses couches, provoquent des grossesses non désirées et donc des avortements dangereux. Un des comportements de monsieur, par exemple, ça peut paraître anecdotique, mais ça, c'est ce qui montre la stratégie de l'agresseur, c'est d'interdire ou d'obliger madame à tomber enceinte, à avoir un enfant. Et soit il oblige madame il désire un enfant et quand elle est enceinte, il l'oblige à avorter. Tout d'un coup, il ne veut plus d'enfant, il l'oblige à avorter. Donc, ce qui se propose, ce qui génère des situations d'avortement, des demandes d'avortement qu'on sent très complexes, très douloureuses, ou inversement, monsieur ne veut pas d'enfant et quand madame désire avorter, il l'empêche d'avorter. Donc, il se joue vraiment quelque chose de l'ordre de la complexité des violences conjugales autour de la grossesse de madame, soit d'un désir de garder l'enfant, soit d'un désir d'avorter.
Pour l'ensemble de ces questions, il y a quand même un certain nombre d'acteurs de santé. Donc là était notée la maison des femmes que nous avons donc, qui vient de se créer en maison des femmes santé en Haute-Garonne, et bien sûr le centre de santé sexuelle que Stéphanie va présenter. Merci Ok. Anna. Donc, le centre de santé sexuelle est une mission du conseil départemental. Il a été rebaptisé en 2022 centre de santé sexuelle. Vous le connaissiez peut-être sous l'appellation centre de planification et d'éducation familiale. Et pour faire un peu le lien avec ce webinaire, je rappelle que l'IVG est un droit pour toutes depuis 1975, rentré dans la Constitution il y a un an, donc qui est rattaché à un principe de liberté qui du coup devient antinomique avec la question des violences comme l'a présenté Béatrice, sous la forme de l'emprise, de la notion coercitive ou d'une notion de contrôle. Donc du coup, IVG et dépistage dans notre groupe de travail auquel j'ai été invitée par Benjamin et je te remercie. Nous avons travaillé longuement cette question de pouvoir pas embrouiller tous les concepts. C'est-à-dire que toute femme qui va faire une demande d'interruption volontaire de grossesse ne connaît pas forcément la violence, mais selon les chiffres, il y a de grandes chances, 3 sur 10, pour que dans leur vie, ces femmes puissent avoir à vous raconter une situation de violence qui soit passée, euh, agie ici et maintenant, ou pourra-t-elle être exposée dans le futur. Donc l'idée, c'est de se dire que l'IVG est possible jusqu'à 16 semaines d'absence de règles, qu'en tant que conseillère conjugale et familiale, on est amené à réaliser des entretiens psychosociaux. L'entretien psychosocial n'a pas été effacé dans la loi, hein, il est maintenu. Et quand on parle d'IVG et violence, il faut peut-être catégoriser les personnes aussi avec la minorité. Euh, des femmes qui peuvent être mineures peuvent avoir accès à l'IVG et peuvent être confrontées à des situations de violence, voire même des femmes majeures qui pourraient être exposées également à la situation de violence. Alors pourquoi je fais le distinguo? C'est que ça ne va pas amener tout à fait les mêmes enjeux en termes de prise en soin et de penser l'environnement biopsychosocial. C'est qu'elles peuvent avoir accès à leurs IVG dans le secret pour quand elles sont mineures, mais si elles vous font des révélations lors d'un dépistage systématique de violence, à ce moment-là, on est sur un triptyque de dépister, repérer et protéger. Et donc, les niveaux de protection, on va travailler, comme l'a rappelé Béatrice, avec des services dédiés comme la CRIP ou parfois par la voie du signalement avec le parquet des mineurs, si on est professionnel libéral, si on est plutôt institution publique, il y a des protocoles de prise en soin qui prévoient en fait toute une organisation pour protéger des violences, en tout cas cette personne qui va nous dire. L'entretien psychosocial, il a une caractéristique, c'est d'évaluer les besoins en termes de soutien social, psychologique et les ressources pour orienter vers des dispositifs appropriés au regard de la situation. Chaque situation étant unique, il est effectivement des fois complexe, seul dans son cabinet, en exercice libéral, de se dire est-ce que c'est la bonne temporalité pour que je puisse faire un dépistage systématique. Le dépistage systématique, c'est permettre à l'autre de pouvoir se rendre compte que vous êtes en capacité d'entendre, voire peut-être d'orienter, peut-être pas d'évaluer complètement la situation. Ce sont des recommandations qui sont fournies par la haute autorité de santé face à un diagnostic de grossesse. Je rappelle que les professionnels de santé sont amenés à questionner, en dehors de tout signe d'alerte, la question des violences sous toute forme que ce soit. Donc, à l'issue de ce webinaire, vous aurez, après un passage au comité scientifique, la possibilité d'avoir une fiche pratique avec un QR code qui vous ramène à des ressources également synthétiques pour aider à une prise en main. Et je pense que Béatrice et Anna ont fortement insisté. Notre posture professionnelle nous permet parfois de ne pas entendre ou d'entendre ou de se dire je suis légitime ou pas légitime à poser la question. Ça demande du temps de faire son propre réseau et je pense qu'il ne faut pas rester isolé face à cette situation. En tout cas, quand il y a révélation,
et de pouvoir travailler en équipe. Nous, on a cette richesse-là d'être plusieurs professionnels au centre de santé sexuelle, que ce soit des médecins, des sages-femmes conseillères conjugales ou même l'accueil téléphonique est primordial. Je pense que la première demande qui est posée par téléphone nous donne aussi des indicateurs, que ce soit non-verbal ou en prise de contact sur une demande d'IVG, comme le disait Anna, un monsieur qui appelle à la place de madame. Dans la demande d'interruption volontaire de grossesse, c'est bien madame qui pose sa demande. Ça sera peut-être sa seule espace de liberté dans son niveau d'emprise et une permission de reprendre un peu le contrôle sur sa vie. Ce sont des personnes qui parfois manquent de facteurs de protection, donc c'est important de pouvoir les aider à se réapproprier leur temporalité. Ça amène parfois des difficultés d'appropriation de la contraception. L'IVG, c'est pas un temps de la contraception et l'IVG, c'est un temps pour elle, de liberté, de trajectoire de vie. Et on peut l'aider, nous, à faire un petit peu l'éclaircie sur ce qui l'encombre, comme je le disais, de ces violences passées, présentes ou futures. Et on travaille en lien, et je vais laisser la parole à ma collègue de la Maison des femmes, qui est du coup un organisme pluriprofessionnel qui nous aide à réfléchir sur la prise en soin de ces personnes sur le long terme. Je vous remercie. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc effectivement, je vais laisser la parole à Justine Barcelot, qui est donc coordinatrice administrative de la Maison des femmes Agnès McLaren à Montpellier et chargée de développement. Justine, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour Tu à me toutes dis et à quand passer tous. les diapos, hein, je les Pas de passerai. souci, ça marche. Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est bien. Parfait, super. Donc effectivement, moi je travaille à la Maison des femmes qui se situe à Montpellier. C'est une structure qui a ouvert ses portes il y a un peu moins d'un an, le 1er juillet dernier. Donc c'est une structure qui se situe quartier La Pompignane. Donc, vous avez l'adresse au besoin ci-dessous et qui accueille les femmes victimes de toute forme de violence en semaine, donc du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Je peux passer à la suivante. Donc, pourquoi ces maisons des femmes ont été créées? Eh bien, pour permettre aux femmes victimes de violences d'avoir une prise en charge qui se veut, alors d'une part pluridisciplinaire et coordonnée, mais surtout au même endroit. L'objectif derrière ce concept, c'est de simplifier le parcours du combattant de ces femmes et de leur permettre, derrière une porte, d'avoir un maximum de professionnels dont elles auraient besoin dans la même structure. Donc, derrière le concept Maison des femmes, on simplifie le processus, on soigne et on les accompagne vers de l'autonomie et vers un retour à la confiance en elles au-delà du strict périmètre médical. Donc, à la Maison des femmes de Montpellier, on accueille toutes les femmes victimes de toute forme de violence, conjugale, intrafamiliale, par un inconnu, au travail, à la maison, dans la rue, c'est tout. La seule condition, c'est d'avoir subi des violences. Et on peut les accueillir également avec leurs enfants de deux manières. Donc, on a effectivement des pédiatres de l'hôpital, j'y reviendrai plus tard, qui peuvent dresser des évaluations de danger des enfants qui seraient éventuellement co-victimes. Et en parallèle, on a des bénévoles qui viennent presque quotidiennement pouvoir garder les enfants en bas âge pendant que les mamans consultent. L'objectif, bien sûr, étant qu'elles puissent s'exprimer librement sans avoir leurs enfants juste à côté. Donc, notre Maison des femmes, Agnès McLaren, n'a strictement rien inventé. On répond à un dispositif qui est défini par l'État et plus précisément par le plan Toutes et tous égaux. C'est un plan interministériel qui a été créé en 2023. Et ce plan-là, en fait, travaille effectivement le sujet de l'égalité hommes-femmes et dans l'axe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi les différentes actions qui ont été réfléchies, se déclinent donc les maisons des femmes un peu partout en France. Donc, on m'explique. Lors de cette réunion interministérielle, plusieurs cas d'usage ont été étudiés, dont celui de la Maison des femmes du 93 en Seine-Saint-Denis, qui accueille 4 à 5 000 femmes par an. Cette Maison des femmes existe depuis 2016 et effectivement montré un certain nombre de résultats. Donc, c'est pour cette raison que le plan interministériel propose la déclinaison d'une maison des femmes par département. Et ça, aujourd'hui, depuis la création de ce plan, c'est un projet qui est porté par le ministère de la Santé
Donc, on a un vrai cahier des charges du ministère de la Santé qui définit notre activité. Donc, on n'est pas du tout en train d'inventer un concept, mais au contraire, on décline de manière opérationnelle ce qui a été défini par l'État. Ce qui est important de savoir dans l'Hérault, c'est qu'on a deux maisons des femmes, Béziers et Montpellier. J'y reviendrai un peu après aussi éventuellement. L'Occitanie, la première région en termes de violence en France. Le département de l'Hérault est plutôt aussi élevé en termes de volume et c'est la raison pour laquelle l'ARS a fait le choix d'en décliner deux au lieu d'une. Voilà. En parallèle de ce plan-là, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on a fait le choix, en tout cas à Montpellier, d'intégrer ce qu'on appelle le collectif Restart. C'est justement un collectif de toutes les maisons des femmes qui s'inscrivent dans le périmètre qui est défini par le ministère. Et ce collectif a été créé par la première maison des femmes à Saint-Denis. Donc, on se voit une fois par an et en visio tous les mois, de manière à mutualiser nos travaux, partager les bonnes pratiques et faire en sorte que ces maisons des femmes soient vraiment pertinentes du point de vue des patientes. Donc, vous le voyez sur ma petite carte à droite. À date, il y a une trentaine maintenant de maisons des femmes, principalement en France métropolitaine, mais quelques-unes aussi dans les DOM-TOM, notamment La Réunion, la Martinique, je crois. Donc, notre maison des femmes, comme de nombreuses d'entre elles, ont un fonctionnement qui est très spécifique, puisque c'est un fonctionnement bicéphale entre le CHU de Montpellier et une association. Donc, au global, c'est toujours un hôpital, c'est une condition sine qua non, et une association. L'hôpital, il est là pour mettre en œuvre toute l'activité médicale et sociale. En parallèle, dans notre cas, c'est aussi l'hôpital qui effectivement nous a trouvé un lieu. Donc, on n'est pas dans l'enceinte de la Péronie, etc. Néanmoins, on est dans une vraie maison, telle qu'on l'imagine, qui appartient à l'hôpital. Ça, c'est possible grâce à la subvention ARS. Donc, le ministère, par le biais des ARS, finance une maison des femmes par département. Et donc, l'hôpital perçoit cette somme pour décliner le personnel adéquat. La deuxième tête, c'est l'association. L'association, son périmètre de travail, ce sera tout ce qui ira au-delà du médical, au-delà du soin. Donc du juridique, du psychologique, des ateliers thérapeutiques, etc., etc. Et pourquoi on a ces deux structures à la tête de la Maison des femmes? Parce que l'au-delà du soin, ce n'est pas le cœur de métier de l'hôpital. Et le véhicule juridique associatif permet aussi d'aller chercher des financements qu'un établissement hospitalier d'un point de vue juridique ne pourrait pas trouver, tout simplement. Donc, comment ça se passe quand on souhaite être prise en charge à la Maison des femmes? Donc, quand on arrive à la Maison des femmes, on essaie bien sûr au maximum de réserver un accueil qui se veut chaleureux, à la fois par notre secrétaire, mais aussi par notre équipe de bénévoles. Le premier entretien que l'on aura, il s'effectue avec soit une assistante sociale, soit une sage-femme. Dans l'idéal, on essaie de les faire en binôme, de manière à ce que la victime puisse n'exprimer qu'une seule fois son récit, à l'issue duquel le binôme peut donc poser un diagnostic médical et social. Je précise que l'auscultation, dans un premier entretien, l'auscultation physique est totalement facultative. Ça dépend vraiment de chaque patiente, de ses besoins et de ce qu'elle relate. Ce premier entretien permet au binôme de proposer derrière une orientation, un parcours de soins à la victime. Le principe, c'est que ça se fasse chez nous. Mais si, selon le domicile, selon les besoins de la personne, on n'exclut jamais d'orienter vers des partenaires à l'extérieur. En tout cas, chez nous, ce que l'on va retrouver à la Maison des femmes, au-delà de l'assistante sociale et de la sage-femme, c'est donc d'autres soignants. On a une gynécologue, on a à l'hôpital le service d'addicto qui vient aussi effectuer des permanences. On a, comme je le disais au départ, des pédiatres de l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger qui viennent pour évaluer les enfants co-victimes. Et on a aussi une dermato bénévole qui vient faire des consultes bien utiles en complément des autres soignants. Donc, au-delà du médical, on retrouve 3 juristes ainsi que la possibilité de faire un dépôt de plainte simplifié. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une plainte qui fait une page recto verso. C'est des petites questions auxquelles avec des cases à cocher. Ça se veut assez simple. Et on parle de plainte simplifiée puisque c'est nous, en tant que Maison des femmes, qui l'envoyons à la police ou à la gendarmerie que la victime choisit. On fait le lien et l'objectif, en fait, est de pouvoir
accompagner en douceur la personne vers la procédure pénale. De toute façon, elle sera reconvoquée pour procéder à la plainte officielle, mais le fait de pouvoir prendre le temps déjà de faire la plainte simplifiée ici et de pouvoir se faire conseiller par potentiellement une juriste spécialisée en droit pénal, ça permet aussi derrière d'avoir une plainte qui est mieux qualifiée avec le choix d'une terminologie qui est davantage adaptée pour qu'elle soit traitée avec son juste poids, puisque je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la pile des plaintes en matière de violence est exponentielle. Et enfin, on a évidemment du suivi psy, une conseillère en insertion professionnelle et on a divers types d'ateliers thérapeutiques avec des approches par la relaxation, le sport ou l'art qui sont vraiment complémentaires, en particulier pour travailler la reconnexion au corps et pour travailler la confiance, l'estime. Du point de vue médical, on a 4 grands parcours de soins. Le premier qui se généraliste, c'est-à-dire toute forme de violence. Nos 3 autres parcours sont, en tout cas les 2 premiers, le 2 et 3, sont en lien avec notre unité. Les maisons des femmes, en tout cas à l'hôpital, vont parfois être portées par les urgences, parfois par la médecine légale ou parfois par la gynéco. Notre cas de figure, c'est que ça a été porté par la gynécologie. C'est pourquoi nous avons une gynéco et une sage-femme. Et donc, ce qui nous permet, en termes de parcours de soins, de pouvoir proposer du suivi de grossesse pour les femmes victimes de violences, ou bien une IVG médicamenteuse au sein de la maison des femmes, si la personne n'a pas les conditions sécuritaires pour effectuer à la maison. Si on doit procéder à une IVG chirurgicale, on peut bien sûr faire le lien directement avec l'hôpital pour que la personne soit prise en charge. Le dernier parcours de soins, ce sont pour les femmes qui ont subi une excision. C'est le parcours mutilation sexuelle. On travaille avec 2 partenaires, le Centre François Fanon et la Clinique Beau Soleil. C'est un parcours de reconstruction psychologique et ou physique qui se décline par une médecin spécialiste de cette thématique, une psychologue et une sexologue. Voilà. Et à l'issue de ce parcours, une chirurgie peut être envisagée avec une Beau Soleil, mais ce n'est pas forcément une majeure partie des cas. En tout cas, ce parcours de soins peut l'envisager. Donc, il y a un élément qui est important, c'est que les maisons des femmes, elles se sont vite construites finalement suite à ce plan interministériel, mais l'idée n'était pas de repartir d'une feuille blanche, mais plutôt d'identifier sur un territoire donné quelles sont les forces existantes, à la fois en matière d'expertise en violences faites aux femmes, mais aussi en matière d'expertise transversale dans les différents domaines, le juridique, le psychologique, etc. Donc, vous le voyez à l'écran, on a 3 juristes qui interviennent chez nous, de France Victimes, qui sont pénalistes et experts depuis 50 ou 60 ans, le CIDF, Centre Information des droits des femmes et des familles, experts aussi en matière de violence. Donc, sur le plan juridique, on les fait intervenir en droit de la famille, tout ce qui sera relatif au jugement sur les séparations, la garde d'enfants, etc. Et enfin, le CICAD, spécialiste du droit des étrangers lorsque la victime ou l'auteur des violences sont étrangers. Pour la psy et la CIP, donc la psy, on a une salariée, mais en complément, on fait venir des intervenants du CIDF, puisqu'ils ont quand même, donc Carolina a une expertise en particulier en santé sexuelle, et sur la CIP, c'est tout à fait complémentaire à ce qu'on va retrouver chez France Travail. Ce sont des personnes formées à la levée des freins à l'emploi spécifiques aux femmes victimes de violences. Donc, je le disais au départ, vous voyez, la Maison des Femmes, c'est cette maison, on est ouvert uniquement en semaine. En dehors de nos horaires d'ouverture, on préconise toujours orientation vers le 17 ou les urgences, puisque malheureusement, pour l'instant, on n'est pas en capacité d'ouvrir 7 sur 7. Pour vous donner un ordre d'idée, en 10 mois, on a accueilli environ 350 femmes, voilà, de tout âge, de 13 à 78 ans. On n'a pas de stats sur le socio-pro, mais on peut bien évaluer, en tout cas apprécier de manière un peu subjective, mais on sait que voilà, on accueille des femmes de tout milieu socio-professionnel. Donc, c'est tout à fait le reflet de ce que l'on peut voir dans les études qui existent là-dessus. Donc, une petite précision qui est très importante dans le cas du viol récent, donc sous 15 jours, on n'oriente pas à la maison des femmes. Parce que, premièrement, on n'est pas porté par la médecine légale, qui est le seul médecin apte à réaliser des prélèvements. Et deuxièmement, le système judiciaire français veut que lorsque un viol a lieu, c'est un crime. Donc, il faut porter plainte et puis
la police ou la gendarmerie réquisitionne la médecine légale. Et après, on peut procéder au prélèvement. Donc, ce que je vous présente là, c'est vraiment le processus qu'il faut impérativement tester en première intention. Si la victime ne souhaite absolument pas porter plainte, bon, ben, la deuxième priorité, ça va être de procéder au prélèvement. Parce que si dans 10 ans, elle se réveille et qu'elle veut engager une procédure pénale, les preuves seront là. Voilà. Donc, l'UMJ peut aussi éventuellement prendre en charge ces femmes-là qui ne souhaiteraient pas porter plainte. En général, ils se montrent assez ouverts, bien que ce ne soit pas la procédure classique. Cela n'empêche pas d'orienter vers la maison des femmes a posteriori, mais en tout cas, la préconisation, c'est celle que je viens de vous décrire. Donc, il y a environ 30 maisons des femmes en France. Si on regarde un petit peu notre région, donc dans l'Hérault, il y a Montpellier et Béziers. Donc, Béziers, ce n'est pas encore tout à fait conforme au cahier des charges maison des femmes. Donc, pour l'instant, ça porte notre nom. Néanmoins, la prise en charge sera davantage axée sur le médical, moins sur au-delà du soin. C'est toujours bon à savoir qu'il existe cette structure qui pourra de toute façon prendre en charge ces femmes victimes de violences. Il y en a une dans le Gard, à Nîmes. Il y en a une à Toulouse, évidemment. À Auch, elle est en train d'ouvrir. On a un dispositif à Perpignan similaire à celui de Béziers, donc intra-hospitalier. Je sais qu'à Mende, en Lozère, ils sont en train de réfléchir à un projet d'antenne. On les rencontre en juillet. Et ce projet d'antenne, c'est sans doute des projets qu'on va voir fleurir progressivement dans les territoires un peu reculés, peu densément peuplés, qui ne justifieraient pas un gros investissement de l'ARS. Donc, l'idée, c'est d'avoir une antenne associée à une grosse ville. Donc, pour Mende, ce serait Montpellier ou Nîmes, a priori. Ça figure dans le cahier des charges, mais disons que 2023, c'était hier. Donc, tout se met en place progressivement. Je pense vous avoir tout dit. S'il y a des questions, il n'y a aucun problème, je peux tout à fait y répondre. Et sachez que dans les diaporamas, il y a un petit lien pour procéder à une visite virtuelle, si vous le souhaitez, de la Maison des Femmes. Parfait. Merci beaucoup, Justine. Il me reste quelques minutes pour vous parler du projet régional violence et IVG et vous présenter un petit peu euh, le contexte de ce projet et puis ce que ça a pu donner à la fin. Donc le constat, ben, on l'a détaillé depuis un petit moment, c'est-à-dire que l'HAS détaille la situation de la femme enceinte, euh, que les femmes victimes de violences ont un risque plus élevé de grossesse non désirée et d'IVG, et les consultations de demande d'IVG sont l'occasion d'aborder la question des violences conjugales au même titre que le suivi de la grossesse. Donc partant de ce constat, une enquête qu'on a réalisée en 2024, ben, on a été un peu étonné de trouver que le dépistage systématique des violences était, selon les structures qui répondaient, eh ben, plus ou moins réalisé. Donc, partant de là, on a réuni un groupe de travail pluridisciplinaire porté par RPO, donc Réseau Périnatalité Occitanie, et Prévios, donc Béatrice qui a été présente, et puis qui réunissait des acteurs régionaux. Donc, on avait le planning familial, on avait le dispositif Intimagir, on avait mais on avait également des professionnels de terrain. Et l'idée, c'était aussi de produire un document qui soit bref, qui aborde plusieurs éléments clés, à savoir pourquoi, quand et comment, quelles réponses apporter, aborder quelques cas particuliers, aborder le travail en réseau et les ressources. C'est un document qui est rédigé, qui est en attente de validation par le conseil scientifique. C'est pour ça que vous ne l'avez pas encore vu diffuser, mais on espère très fortement que début juillet, vous puissiez le recevoir dans vos boîtes mail. L'idée, c'était voilà, d'en faire une diffusion aujourd'hui, mais aussi de pouvoir le diffuser au format papier à destination de tous les professionnels de l'IVG par le dispositif d'envoi des dossiers guides IVG réalisés par le réseau, mais aussi au format numérique et diffusé lors des formations. Donc ce document, je vous l'ai dit, il est plutôt bref et il comporte un recto verso. Donc on voit pas grand-chose, mais je vais essayer de vous donner un peu les différentes choses qui sont abordées. Ben, c'est un peu tout ce qu'on a vu développer depuis le début de ce webinaire, à savoir pourquoi aborder les violences avec des notions assez générales, avec des notions d'études, le lien entre violence et santé générale, mais aussi en particulier entre violence et santé sexuelle et les recommandations de l'HAS qui préconisent de dépister systématiquement.
On a tout un encart quand et comment aborder les violences, donc à quel moment de la consultation et comment les aborder en listant quelques outils, quelques phrases types qui peuvent être utilisées, sachant que, comme le disait Béatrice tout à l'heure, la meilleure manière d'interroger les violences, c'est la manière avec laquelle le professionnel est à l'aise et donc permettre de s'approprier des outils existants qui sont validés, qui fonctionnent, de manière à pouvoir les intégrer dans ses consultations systématiques. Il y a tout un encart qui parle des réponses à apporter. Alors, on a essayé de détailler un petit peu, d'apporter des notions assez générales et de sourcer, de renvoyer vers des documents de référence quand ils existent, de manière à aller chercher un peu plus d'informations. Donc, il y a tout un aspect sur, comme en parlait Anna Jarry, de la posture professionnelle. Il y a tout voilà, des parties sur le conseiller, sur comment documenter, notamment avec la rédaction d'attestations de certificats médicaux initiaux. Des cas particuliers qui abordent la grossesse issue du viol, donc Justine en parlait tout à l'heure, les spécificités de la femme mineure et la notion de danger immédiat. Et puis enfin, une dernière partie qui s'attache à parler du travail en réseau et de l'orientation vers les dispositifs existants. Et on parle évidemment des centres de santé sexuelle et des maisons des femmes qui ont pu être abordés là, mais également tout le secteur associatif, le secteur judiciaire et social. Et enfin, pour faire le lien avec ce dont parlait Béatrice tout à l'heure, eh bien, un QR code renvoie vers les fiches départementales qui ont été élaborées par Prévios et qui permettent aux professionnels d'avoir toutes les ressources disponibles dans leur département d'exercice et au-delà, et donc de faciliter l'orientation de ces femmes. Voilà. On a légèrement dépassé l'horaire prévu. Peut-être vous dire qu'on vous mettra à disposition le support PowerPoint et dans ce support, vous trouverez tous les outils qui ont été listés par Béatrice et les différentes participantes, notamment le référentiel RPO sur les violences, les recommandations HAS, les vadémécum et notamment les attestations et certificats médicaux qui sont recommandés par la HAS, des grilles de repérage, l'outil, le questionnaire en version française, le violentomètre dont parlait Anna tout à l'heure. Voilà, et tout plein de ressources qui pourront vous aider dans votre pratique courante et qui pourront vous permettre de repérer et d'orienter au mieux ces femmes. Voilà, et je vous remercie beaucoup à toutes d'être intervenues sur ce webinaire et à vous qui nous avez suivis. Le webinaire sera disponible prochainement en replay, donc on vous invite à le faire circuler et pour qu'il soit le plus vu possible. Merci à tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose parmi vous. Alors il est temps Je de... je viens de faire un petit message dans le chat. Le Oui, conseil départemental Haute-Garonne peut envoyer des violentomètres en papier sur demande. Donc, n'hésitez pas. d'accord. Alors, pas 3000, mais 50, c'est possible. On les a en français et en langue étrangère également. Et d'autres outils aussi, on peut en envoyer. Voilà. Bon, super, merci pour cette précision. Merci à tout le monde et très bonne fin de journée. Au revoir.